Ligne directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur La Première et bienvenue à votre rendez-vous quotidien, votre émission Ligne Directe. Vous le savez, cette émission de radio qui est diffusée en direct sur toutes les ondes de Nouvelle-Calédonie La Première. Donc que vous soyez dans le nord, dans le sud, dans les îles, sur la côte est ou sur la côte ouest, eh bien on est tous ensemble, au même endroit, au même moment, tous réunis. Et vous êtes toutes et tous invités à participer grâce à notre standard, le 258. Et oui, c'est bien plus qu'une émission de radio que La Première vous propose. C'est une immense table ronde, un immense forum auquel vous êtes toutes et tous invités à participer sur le sujet que l'on vous propose. Depuis quelques années, nos interactions sociales deviennent de plus en plus virtuelles, numériques, à tel point qu'on entend maintenant parler d'emprise du numérique, de colonisation de nos vies, de tyrannie technologique, d'armes, de destruction mentale massive. Nos téléphones, sans cesse nichés au creux de nos mains ou au fond de nos poches, pourraient, par des subterfuges neuronaux inconscients, prendre le contrôle de notre quotidien ou encore modifier notre perception du monde. Est-il possible d'y échapper ? C'est le sujet du jour et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Emmanuel Rivet qui est psychologue au sein du dispositif Déclic de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. On reçoit Eric Olivier qui est directeur de l'Observatoire du numérique de Nouvelle-Calédonie. Julien Bosson est expert en web marketing. Il travaille à la société La Fabrique. On reçoit également Alexandra Noël-Jourdel qui est neuropsychologue et par téléphone depuis Coné, nous avons Karine Morel qui est spécialiste en neurosciences. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Merci à toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui, réunis autour de cette immense table ronde. Donc un sujet complexe, un sujet difficile, avec beaucoup de termes techniques qui peuvent paraître compliqués. Mais je vous promets, chers auditeurs, chères auditrices, qu'on va tout faire pour le rendre accessible et expliquer clairement les mécanismes que l'on ne contrôle pas, mais qui apparemment nous contrôlent. Vous êtes encore une fois, je le rappelle, invités à participer. 258, ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne Directe sur La Première. Alors j'ai fait exprès un peu en écrivant mon édito, en reprenant des expressions que j'ai glanées sur Internet qui peuvent paraître un petit peu violentes, disproportionnées, peut-être un peu exagérées. Et je vous ai vu réagir quand je les ai prononcées. C'est le cas pour vous. On peut parler d'emprise numérique, mais après parler d'armes de destruction mentale massive, c'est un peu exagéré. Eric Olivier ? Alors, au moins au titre de l'Observatoire numérique, on va pouvoir préciser avant tout que le numérique, ce sont un ensemble d'outils. Et comme tout outil, on peut avoir des actions plutôt d'ordre bénéfique et éthique, et de l'autre côté, plutôt des usages, des fois effectivement, dont on va devenir dépendant. Alors tout à fait, mais là, a priori, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'outil, c'est pas nous qui l'utilisons, c'est l'outil qui nous utilise, a priori, quand même. Il y a une forme de réciprocité, effectivement. Ouais. Mais on va voir comment nos comportements, en fait, commandent indirectement aux outils de nous amener certains contenus, de nous amener certains formats, certains sujets. Et ça dépend aussi, en fait, vraiment de l'équation entre que fait l'outil de son côté avec ses algorithmes, son intelligence artificielle, le cas échéant, et puis moi, comment je le consomme, comment je me protège éventuellement, ou comment je m'expose à l'inverse pleinement. Alors ça va être vraiment tout le sujet du jour. Est-ce qu'on a vraiment le contrôle et est-ce qu'on peut justement maîtriser un peu sa consommation et comment l'orienter pour qu'on puisse ne pas devenir l'outil de l'outil, justement. Comment est-ce qu'on peut commencer cette émission ? Parce que c'est un sujet qui est assez complexe, mais est-ce qu'on peut rentrer déjà dans le vif du sujet, de nous expliquer comment peut fonctionner psychologiquement, mentalement, psychiquement cette emprise qu'ont les réseaux sociaux et les écrans sur notre perception et sur notre liberté, finalement ? Qui veut commencer à répondre à cette question ? Peut-être Karine Morel ? Pourquoi pas ? Alors, parce que comment ça se fait qu'on dit qu'on ne maîtrise pas notre consommation et que c'est plutôt ces réseaux sociaux, ces écrans qui nous maîtrisent ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette conclusion ? Alors, on a à pouvoir avec les notifications qui nous déconcentrent de nos tâches primaires et qui font qu'on devient addict, en fait. On a peur de louper quelque chose et donc on est sans cesse tendu à ça. Parce que les notifications, finalement, elles remplacent un petit peu notre interaction sociale que normalement on a entre quatre yeux ou ou lors d'une conversation. Et c'est ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui nos relations sociales sont devenues digitales, numériques. Oui, en fait, on est programmé pour ne pas être concentré. Alors, je m'explique, ça revient à ce qu'on était avant, c'est-à-dire au niveau primaire. On était obligé d'avoir
d'être observateur de tout ce qui se passait autour de nous, pour pas louper quelque chose, pour pas louper de la nourriture. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais notre cerveau est toujours programmé comme ça. Donc en fait, là, on a une peur qui s'installe, une peur de louper quelque chose d'hyper important. En fait, finalement, on va donner la parole à Emmanuel Rivet tout à l'heure qui lève le doigt pour prendre la parole, mais finalement, ces surtechnologies qu'on a parlé un petit peu comme étant ultra modernes, elles jouent sur nos biais d'hommes, vraiment notre côté purement animal et préhistorique presque, quoi. Alors Emmanuel Rivet, vous voulez prendre la parole ? Peut-être pas sur ça, mais sur ce que sur ce que vous disiez juste avant. Moi, je suis pas persuadé qu'effectivement cette vie sociale numérique, elle vient remplacer la vie sociale tout court. Je pense qu'elle vient l'agrémenter, potentiellement, comme disait mon voisin, l'enrichir. Après, c'est effectivement la façon dont on use le produit. Le produit en lui-même, il n'est pas forcément problématique, mais il peut générer des problèmes, effectivement, si on est sur quelque chose de très abusif ou si on perd le contrôle, quoi. L'être humain, c'est un être social, il a besoin de ses interactions, de toute façon, avec les autres. On a un cerveau qui va très très vite, qui est toujours en recherche de sollicitations, de nouvelles sollicitations. Donc les écrans en eux-mêmes, ils ont cette capacité à être extrêmement hypnotisants, à accaparer complètement l'attention de l'être humain, et c'est aussi pour ça qu'on devient assez facilement accro, parce que sur le plan cognitif, et je laisserai Alexandra parler à ce sujet, on a des neurotransmetteurs et un fonctionnement du cerveau qui est modifié par le plaisir qu'on obtient quand on se pose sur ces écrans ou quand on est sur ces réseaux, et qui va faire qu'on peut facilement tomber dans quelque chose d'abusif qui va générer une dépendance. Maintenant, en soi, ces notifications, ces réseaux sociaux numériques, ils sont pas là pour se substituer à la vie sociale. On peut très bien avoir les deux en même temps, quoi. Pourtant, il est de plus en plus fréquent de voir, j'allais dire des jeunes, mais non, des gens assis autour d'une table, et il n'y a plus d'interaction entre eux, mais ils sont les yeux rivés sur le téléphone. Enfin, ça, c'est quand même une réalité. Comment on explique ça ? Comment on explique qu'on va plutôt se diriger vers finalement la stimulation de notre écran plutôt que la conversation qu'on peut avoir en chair et en os avec les personnes qui sont en face de nous ? Qui veut prendre la parole là-dessus ? Juste pour resituer, à mon sens, pardon, mais on a déjà une vitesse de réactivité, ce qu'on évoquait en amont avec les invités du jour, mais on a une vitesse de réactivité de l'écran aujourd'hui qui est importante. C'est-à-dire que si on clique sur un lien, un objet, un contenu vidéo, une image, et que ça met plus de 2 secondes à s'afficher, on va cliquer ailleurs. Donc déjà, on est dans un rythme imposé un petit peu par la rapidité, les vitesses d'Internet et du numérique, avec des grands bénéfices, encore une fois, de certains autres côtés. Moi, j'ai juste aussi, alors attention, hein, mon bagage... mes études remontent à quelques années, mais ma notion psychologique que j'ai associée également, c'est que normalement, dans le cerveau reptilien qu'on évoquait indirectement tout à l'heure, réagir à la peur, identifier les dangers, on est habitué, sauf erreur de ma part, à avoir un usage de vie en communauté d'une trentaine d'individus en mode savane, ce qu'on appelle en mode savane, vraiment au niveau du cerveau. Donc je lève la tête, je suis capable d'identifier une trentaine d'individus qui sont un peu ma horde, ma tribu. Et au-delà de cette trentaine d'individus que je vais croiser par jour, encore une fois à date de mes études, on disait que ça nous générait un stress au niveau du cerveau. Par contre, quand on dit stress, à nouveau, c'est juste un signal électrique qui arrive au cerveau, enfin les invités pourront largement me contredire au besoin, sauf qu'au bout d'un moment, via ma vie réelle à l'heure actuelle, si je vis en commune urbaine, je vais croiser beaucoup plus de 30 personnes par jour. Et je vais donner un chiffre repère également. On a la moitié de nos jeunes en Nouvelle-Calédonie, nos 15-29 ans, qui ont plus de 500 amis sur le fameux réseau social au pouce bleu, pour l'appeler comme ça, Facebook. Donc ce qui montre aussi qu'on a à la fois une volumétrie et un rythme qui s'accélère, et que l'écran, lui, c'est cette interaction qui réagit à la demande, au doigt et à l'œil, j'ai envie de dire. D'accord. Karine Morel, on vous entendait réagir par le téléphone, vous voulez ajouter quelque chose ou Non, c'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait, quand moi je parle d'addiction, il faut savoir que une toute petite dose quotidienne, c'est le meilleur moyen de devenir addict. C'est-à-dire que c'est pas le fait de consommer et de surconsommer. C'est-à-dire que si on va sur de la régularité, ça devient une habitude, et donc c'est de la dépendance au plaisir. Et c'est ça qui est pernicieux, en fait. Parce qu'on a le sentiment de pouvoir arrêter, mais en fait, c'est l'habitude qui est installée et on ne peut pas s'arrêter. Et effectivement, on va peut-être avoir quantitativement un volume horaire de consommation qui augmente pour essayer de retrouver le même niveau de plaisir, alors qu'en fait, le niveau de plaisir, il va j'ai envie de dire, quelque part se diluer, sauf erreur de ma part. En tout cas, dans le ressenti et les usages qu'on constate, nous, dans les observations, il y a ce genre de choses qui ressortent. J'en profite pour donner un autre... C'est le plaisir qui remplace le plaisir, en fait, à la longue.
C'est quoi, pardon ? C'est le désir, en fait, de cette consommation qui remplace le plaisir qu'on a. Alexandra Noël-Jourdel, parce que déjà peut-être faire la distinction entre désir et plaisir. Enfin, oui, alors sinon, j'ai même faire une autre distinction, c'est celle entre le besoin et le plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, en addictologie, on parle effectivement d'une perte de contrôle d'un comportement lié à un besoin compulsif et impulsif de consommer, alors un comportement ou une consommation, parce que il y a eu effectivement une stimulation de ce qu'on appelle la zone de récompense au niveau du cerveau, qui est investi par cette hormone qu'on appelle la dopamine, et ça génère du plaisir. Donc quand on a du plaisir, eh bien on a envie à nouveau de recourir à un comportement qui nous amène ce plaisir. Donc les notifications dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, ce sont des alertes qui génèrent des interruptions répétées au niveau du cerveau et qui nous disent un petit peu comme, je ne sais pas si ça vous parle, l'hypersalivation du chien d'une expérience de Pavlov, qui quand il lui amène à son chien des céréales ou des croquettes, des croquettes, le chien commence à saliver. Après simplement le fait d'entendre les pas de Pavlov, le chien salive. Et c'est la même chose. Les enfants, les adolescents, les adultes, dès lors qu'ils ont des notifications qui alertent systématiquement, il y a une hyper attention, et c'est une attention qu'on appelle une attention partagée qui va augmenter de plus en plus. Or, elle altère ce qu'on appelle le cours de la pensée. Elle fragmente l'attention. Et également, elle génère de l'anxiété. Et tout ça, effectivement, ça peut être problématique, même si il ne s'agit pas de diaboliser l'ère du numérique. Il y a évidemment beaucoup d'intérêt sur le plan du partage. Mais il faut avoir conscience de ces mécanismes-là pour pouvoir lutter contre, parce que on va le voir, ça peut avoir comme des impacts sur, vous l'avez dit, vous avez déjà parlé d'anxiété, de dépression, etc. Mais ça peut encore aller plus loin. Mais finalement, pour résumer un petit peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est que cette notification, ne serait-ce que le bruit, ça nous donne une dose de dopamine qui, comme si on prenait notre shoot d'une drogue quelconque, que ce soit, je sais pas moi, du sucre ou de l'héroïne ou d'autres drogues qui sont addictives. C'est ça, Karine Morel ? Oui, c'est ça. Exactement. Et donc on est là à la recherche de notre dose. Donc des fois, quand on n'a pas eu une dose pendant 5 minutes, on va piocher quasiment de façon compulsive dans notre poche pour prendre notre téléphone et regarder si on n'a pas notre dose, quoi. Pardon, mais il y a quand même... Alors, Karine Morel. Pardon. Non, allez-y. Il y a aussi... ça nous donne aussi cette sensation de manque, et on le voit quand on est en train de scroller sur une application pour justement rien manquer, et que ça fait 20 minutes que tu scrolles et que d'un coup tu rafraîchis la page parce que tu te dis mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mis au début. Mais là, on prend conscience un petit peu de la perte de contrôle individuel qu'on a là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons, quoi. Alors, juste avant tout, pour l'ensemble des auditrices et auditeurs, le scroll, c'est quand on fait défiler son écran sur les pages d'accueil d'un réseau social. J'en profite pour définir un réseau social. En fait, c'est quoi ? C'est un site internet sur lequel on va pouvoir partager des contenus avec une communauté. Voilà. Pour la définition stricto sensus. Voilà. Mais juste effectivement, il y a un ensemble d'outils qui sont mis en place et avec effectivement des usages marketing forts et qui peuvent être intéressants dans les démarches éthiques pour les entreprises, d'un côté. Tel que l'Infinity Scroll, c'est ce fameux élément qu'on vient d'évoquer qui est infini, et si en plus on le rafraîchit... Et là justement il y aurait un élément peut-être de contrôle là-dessus. Mais on va y revenir. Possiblement, mais ce que je veux dire, c'est, alors attention, pardon pour les mathématiciens, mais c'est qu'avec cet infini scroll cumulé et l'actualisation des pages, en fait, on est sur un infinity au carré, quoi. C'est-à-dire que si on veut rester toute sa vie connecté au fil d'actualité, on peut, parce qu'il y aura toujours, il n'y a pas d'horaire de fermeture sur Internet, c'est H24. On va vraiment revenir là-dessus, et on va voir aussi l'application, parce qu'on a quand même vous, Eric Olivier et Lionel. Pourquoi Lionel ? Non, Lionel, c'est parce que c'est notre auditeur qui est au téléphone, mais Julien Bosson, qui est expert en web marketing, on va voir un petit peu les applications, peut-être un peu sournoises, dont les entreprises font comment usage. Merci beaucoup. Lionel, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, par rapport au mécanisme que vous venez de dénoncer, il faut savoir que les plus grands créateurs de Facebook ou autres, les développeurs, ont isolé leurs enfants de ces applications avec interdiction carrément de s'en servir. Parce qu'en fait, la sursollicitation du cerveau entraîne inévitablement une occupation cérébrale qui n'est pas infinie pour notre cerveau
et ça altère considérablement notre créativité. Donc moi j'invite surtout les parents à être conscients de ça par rapport aux usages des enfants, parce que bien sûr je remets pas en cause les bienfaits du numérique, mais il faut bien comprendre que ça a un impact sur la créativité et irrémédiablement sur l'attention dans les moments importants comme à l'enseignement ou autre. Donc je pense que les gens en Nouvelle-Calédonie, et toutes techniques confondues, ne sont pas suffisamment conscients de ce problème-là directement, qui concerne directement les enfants et les adolescents. Merci beaucoup Lionel, et c'est tout l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est justement de parler de ces mécanismes pour en prendre conscience. Merci Lionel de cette question. Et justement, oui, Bonjour Eric. Il me semblait bien reconnaître la voix d'un certain Lionel du Nord, on va dire. Merci de ta contribution. Merci d'avoir appelé Lionel. Et oui, la distraction permanente, le fait qu'on ne s'ennuie plus du tout. Dès qu'on s'ennuie, on prend notre téléphone et puis finalement on est stimulation permanente. Ça a quoi comme impact sur notre quotidien, sur notre créativité, sur notre bien-être? Alors, Julien Bosson. Alors effectivement, Lionel, vous l'avez très bien formulé. Sur les réseaux sociaux, comme tels que Facebook ou YouTube, il y a un élément important à amener. Ce sont des outils. Ce sont des outils qui ont été créés dans un but. Le but, comme l'a très bien dit Éric Olivier, ce sont des réseaux sociaux qui sont là pour créer des communautés d'intérêt. C'est pour faire du social, c'est pour créer de l'interaction entre des gens qui ont un intérêt commun. C'est vraiment ça le but premier de ces réseaux. Après, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place qui connaissent certaines dérives, comme le like sur Facebook ou les algorithmes, on en parlera un petit peu plus après, les algorithmes de recherche qui mènent à certaines dérives, à certains comportements chez les utilisateurs. Et là, vous l'avez très bien formulé, c'est l'importance, ce qu'il y a de vraiment important dans l'utilisation de ces réseaux, c'est l'éducation qu'il y a dans les comportements à adopter face à ces réseaux. L'éducation d'essayer de comprendre comment utiliser ces réseaux et comment se préserver de ces réseaux. Et d'ailleurs, Eric l'a très bien dit tout à l'heure, ces réseaux sont gratuits et il y a un proverbe, une citation très très connue qui dit qu'une fois que c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, c'est tout à fait vrai. Une fois que ces réseaux sont gratuits et utilisent notre temps d'attention pour nous fournir des informations, par rapport à nos intérêts, que ce soit publicitaire ou que ce soit des contenus distribués par les différents autres utilisateurs. Et qui est une vraie manne pour beaucoup d'entreprises quand même aujourd'hui de connaître un petit peu les rouages que ça a sur les gens pour pouvoir cibler la publicité, etc., etc. Mais encore une fois, on va y revenir. Olivier, vous vouliez prendre la parole? Oui, juste très rapidement, parce qu'en fait, il faut bien envisager les réseaux sociaux comme étant des formes de médias maintenant, et comme tous médias, ils ont eu à trouver des modèles économiques. C'était effectivement Facebook est gratuit, et l'annonce restera gratuit toute sa vie, c'est la promesse de Monsieur Zuckerberg, le créateur. Sauf que derrière, qu'est-ce qui va être valorisé à travers ce que nous précise à juste titre Julien, c'est les données personnelles en fait. C'est-à-dire c'est vos données personnelles à titre individuel qui vont orienter certains choix de certaines recherches, qu'on soit sur les moteurs de recherche de type Quant, Google, ou qu'on soit sur des players, on va dire YouTube étant ou n'étant pas un réseau social suivant l'usage qu'on en a. Donc il y a ça d'un côté. De l'autre côté, le média qu'est le réseau social, son objectif, ça reste une entreprise maintenant, c'est de vous maintenir en permanence sur leur réseau, sur leur chaîne, sur leur antenne, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que derrière, c'est effectivement l'exposition à tout un volume publicitaire qui est source de revenus pour eux. Voilà, en gros. Et autre source de revenus, vos données, encore une fois, alors pas forcément personnelles, mais également regroupées pour étudier des comportements massifs, j'ai envie de dire d'ordre quantitatif. Et fabriquer des intelligences artificielles, etc. Enfin, il y a pas mal d'applications. Mais pour revenir sur le côté de la distraction permanente, le fait qu'on n'ait plus d'ennui, l'impact que ça a sur notre créativité, est-ce que c'est vraiment grave, en fait? Là, je m'adresse aux psychologues qui sont là aujourd'hui. Est-ce que ça a vraiment un impact où on peut dire, bah, tout, pourquoi pas, si on s'y retrouve là-dedans? Emmanuel Rivet.
J'ai envie de vous dire que plus le cerveau est jeune, plus il est immature, plus c'est grave effectivement. Ces sursollicitations permanentes font que on habitue notre cerveau à avoir besoin d'être stimulé de manière incessante dès le plus jeune âge, puisque les enfants, quand ils sont exposés très tôt à ces écrans, ils subissent ces sollicitations permanentes et du coup, ce cerveau, il commence à avoir du mal à réagir à quelque chose qui est plus lent, qui est plus posé. Un enfant qui est exposé aux écrans très tôt, avec beaucoup de bruit, beaucoup de couleurs, une vitesse d'image, beaucoup de sons, de langage. Effectivement, c'est un enfant qui, quand il va aller à l'école, surtout s'il regarde l'écran avant d'y aller, risque de s'ennuyer, risque d'avoir du mal à supporter la longueur du temps, risque d'avoir du mal à se poser, à avoir une attention aussi qui reste focalisée sur ses apprentissages. Donc le risque effectivement, c'est surtout celui de se mettre en difficulté dans les apprentissages. C'est celui aussi de pas être capable de développer ce sentiment humain qui fait partie de la vie, qui est la frustration, et donc de développer une intolérance à la frustration. L'ennui, à un moment donné, ça fait partie de la vie de tout un chacun. Et aujourd'hui, on est dans une société qui cherche la distraction à tout prix, à toute vitesse. Et puis quand on met les enfants très jeunes sur ces outils-là, c'est des enfants qui vont avoir beaucoup de mal à accepter cette frustration-là. Et puis ça va générer, parce que Alexandra disait tout à l'heure, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des difficultés à faire face au monde moderne et à tout ce à quoi on est exposé dans le monde moderne en termes de frustration, quoi. Et puis une fatigue aussi, j'imagine, importante, cette surstimulation permanente, ting, ting, dans tous les sens, à droite, à gauche, surtout quand si on multiplie les applis, ça doit être une des conséquences aussi phénoménales, quoi. Oui, oui, Alexandra, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle la surcharge mentale, surcharge numérique. Et en fait, cette attention partagée, en fait, le cerveau est pas du tout fait pour être constamment surstimulé, à la différence de ce qu'on pourrait croire, parce qu'effectivement, on est dans une société où tout doit aller très très vite. Et paradoxalement, on a besoin de revenir à être plus en conscience, à être plus dans le présent, à être plus centré sur ce qu'on fait, parce que, vous voyez, quand un enfant, par exemple, je pense à un enfant ou un adolescent ou même un adulte est en train de faire ses devoirs, par exemple, ou son travail, et qu'il entend effectivement des notifications qui systématiquement le font sortir de son attention soutenue, ça l'empêche évidemment à nouveau de se reconnecter sur son travail. C'est très très long après pour revenir à ce qu'il était en train de faire, et de manière continue, d'où l'importance, comme vous disiez, Julien, d'apprendre à éduquer évidemment l'utilisation de ces outils, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à les utiliser, à les contrôler, sachant qu'encore une fois, c'est comme de dire, de responsabiliser ou de culpabiliser des gens qui consomment du sucre en leur mettant un magasin qui vend des sucreries juste en face de chez eux. Enfin, je veux dire, à un moment, ça agit sur des choses qui sont pas de notre volonté. Emmanuel Rivet. Alors c'est toutes les priorités aujourd'hui de la santé publique face à ces addictions modernes. Donc dans tous les pays, c'est effectivement de faire ce qu'on appelle l'éducation numérique. Maintenant, on s'éduque pas tout seul. Donc pour être éduqué, pour être en capacité de tirer les bénéfices de l'usage de ces outils numériques sans en avoir les conséquences, qui sont la dépendance et surtout ce que va amener la dépendance, c'est-à-dire l'abus et puis les conséquences au quotidien sur la vie familiale, sur la santé, sur la capacité attentionnelle, sur les apprentissages. Pour réussir cette éducation numérique, il faut aussi communiquer autour de ça. Et si on prend les enfants, effectivement, les enfants, ils apprennent pas tout seuls à gérer leur temps d'écran, ils apprennent pas tout seuls à gérer Internet, ils apprennent pas tout seuls à gérer aussi les jeux vidéo. Donc à un moment donné, ça repose effectivement sur la famille, sur la contenance des parents qui vont être en capacité de mettre un cadre, qui vont être en capacité de faire en sorte que ces outils, l'usage de ces outils ne soit pas un problème. Donc après, des stratégies, il y en a. Et puis on pourra en parler un petit peu plus tard. Déjà, faire en sorte d'exposer les enfants pas trop précocement, pas trop tôt, quoi. On voit aujourd'hui souvent des enfants de 3 ans sur des téléphones assez rapidement. Effectivement, c'est quelque chose qui est problématique, qui va modifier beaucoup les capacités d'apprentissage et la vigilance dont on parlait tout à l'heure. Et vigilance qui déjà en temps normal est quelque chose qui est limité dans le temps. Donc si effectivement, comme Alexandra disait, elle est tout le temps sursollicitée, cette capacité à rester attentif, elle
ne fait que diminuer, quoi. Alors, Julien Bosson, vous écoute, vous êtes expert en web marketing. Il y a peut-être un rappel général sur la règle d'utilisation des réseaux sociaux également. Ouais. Il faut rappeler aussi que la grande majorité des réseaux sociaux qu'on a sont l'âge minimal pour pouvoir se créer un compte sur ces réseaux est de 13 ans. Alors est-ce que dans les faits, effectivement, c'est quand même un réseau social, on a envie d'être connecté avec ses amis, qu'on ait 8-10 ans, on a envie, si ses amis sont présents sur Facebook, effectivement, on a envie de se créer un compte. Mais il faut savoir que au niveau des règles d'utilisation, l'âge minimal est déjà de 13 ans. Donc c'est déjà un mécanisme, une mécanique qui est mise en place, une règle pour limiter justement cette visibilité de certains contenus et de ces contenus des réseaux chez les jeunes. Maintenant, on a également aussi de plus en plus d'outils, que ce soit sur les ordinateurs ou sur les téléphones, pour prendre conscience vraiment de cette consommation du contenu, de cette consommation numérique, qui viennent des petits éléments, des petits outils qui viennent nous prévenir directement de notre consommation hebdomadaire, ou même des outils qui nous permettent forcément de bloquer directement les notifications de ces réseaux sociaux. Voilà. Après, le vrai principe, voilà, c'est l'éducation, le comportement qu'on va avoir. Et effectivement, ça vient pas tout seul, ça vient d'une éducation numérique qu'il faut faire en amont, puisque ces mécanismes-là et ces règles, on ne se les impose pas forcément tout seul. Alors, on va voir un petit peu sur les solutions un peu plus tard. Eric Olivier, vous vouliez réagir, c'était aussi sur des problèmes de solutions, des solutions à proposer ou... Toujours en mode solution, jamais en mode problème. Non, justement, pour les parents qui s'interrogent sur les temps d'exposition aux enfants, alors on va rappeler qu'en moyenne, on a entre 4 et 6 heures d'exposition aux écrans en moyenne mondiale par jour, quels que soient les territoires du monde et autres. Par contre, il y a la fameuse règle qui s'appelle 3-6-9-12. Je vous invite à consulter le site 36912.org qui propose justement, par ces paliers de tranche d'âge, en fait, c'est ce à quoi correspondent ces chiffres, les niveaux d'exposition. Pour faire très court, en dessous de 3 ans, pas d'écran, à part éventuellement regarder des photos en famille, ou vraiment très occasionnellement. Et progressivement, on va avoir des possibilités d'accompagner l'usage on va dire à Internet et donc aux outils numériques jusqu'à 12 ans. Parce que si on n'y va pas progressivement, effectivement, on va retomber dans le système qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de la satisfaction, retourner vers un désir qui, lui, sera insatiable, en fait, finalement, si on l'a commencé à le consommer de manière trop précoce, en fait. Ouais. Il y a aussi un impact quand même pas négligeable de notre façon de consommer du numérique aujourd'hui. C'est ce qu'on pourrait appeler l'enfermement idéologique induit par le fonctionnement des algorithmes, notamment des plateformes comme YouTube. Est-ce que, Julien Bosson, vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent les algorithmes, et après on va voir un peu l'impact vraiment sournois que ça a et le danger pour notre société. Alors oui, effectivement, je vais essayer de vulgariser un petit peu tout ça. Déjà, on va parler principalement des moteurs de recherche sur ces réseaux sociaux, puisque ce qui va conditionner le contenu qu'on va voir en fait apparaître sur un réseau social comme YouTube, par exemple, c'est la recherche que l'on va faire sur ce réseau. Le moteur de recherche, il faut savoir qu'il a un comportement, c'est de trouver ce que vous recherchez. Ce que vous aimez. Ce que vous aimez. Qui va provoquer chez vous, justement. Rechercher le mot-clé, effectivement, qu'on a tapé dans le moteur de recherche. Ça paraît assez bête à dire, mais il ne va pas chercher ce que vous ne cherchez pas. C'est-à-dire que vous allez obtenir une information parce que vous avez décidé de trouver cette information. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'une fois que vous avez créé un compte, par exemple, sur YouTube, et que de la donnée a été récoltée par rapport aux mots-clés de recherche que vous avez tapé dans ce moteur, il va vous recommander, il va vous suggérer des contenus sur ce réseau. Donc ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être Netflix. Sur ces réseaux-là, alors il y a un peu ce principe-là étant donné que vous avez fait ces recherches, vous n'allez être confronté qu'à des contenus qui sont extrêmement liés à ces recherches que vous avez effectuées auparavant. Qui flattent votre propos, en fait, qui sont d'accord avec vous, tout le temps. Effectivement. Qui vont corroborer peut-être l'idée que vous avez eue à un moment. Exactement, effectivement, il va y avoir aussi cette problématique qui fait que si vous avez fait une recherche dans un domaine en particulier ou une opinion politique particulière, vous allez avoir de plus en plus de contenu qui appuie ce propos que vous avez énoncé auparavant. Et là, l'impact sur notre perception du monde est juste colossal, phénoménal et qui peut vraiment être grave, en fait. Eric Olivier voulait prendre la parole depuis tout à l'heure. Oui, en fait, Julien est tout à fait juste dans son propos. Il faut rajouter le cumul de l'historique des recherches, en fait. C'est-à-dire
pour illustrer très simplement, si je fais des recherches sur la voiture Twingo tout le temps, je recherche des Twingo, et de l'autre côté, je fais des recherches que sur la couleur verte, je vous promets qu'il y a de grandes chances que vous voyez apparaître des voitures vertes auprès de vos écrans et dans vos futures recherches, parce qu'en fait, ça va être un ensemble des données qui sont étudiées. Alors certains, parce que cet usage-là et cette pratique-là, ces réponses-là, on les trouve sur les réseaux sociaux, mais même en amont sur les moteurs de recherche. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle le syndrome un petit peu Google. Alors j'aime bien citer Qwant par exemple, qui est un autre moteur de recherche. Il en existe d'autres. On n'est pas obligé de passer par Google, il faut le savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle le moteur de recherche. Mais Google, c'est 90% des usages dans le monde, à quelques exceptions près, type Russie ou Chine. Mais voilà, donc effectivement, ça amène à une consommation, on va dire, en entonnoir. C'est-à-dire que je mets quelques sujets au début dans la balance, quelques mots-clés, les recherches qu'évoquait Julien. Et en fait, à la fin, on me sert quasiment que du pré-mâché. C'est-à-dire que quand j'arrive sur la page d'accueil de YouTube, regardez les vidéos qui vous sont proposées. Si vous avez regardé que du bonsaï et de la cosmologie, vous aurez que du bonsaï et de la cosmologie. Et pour rentrer clairement dans le vif du sujet, par exemple, il y avait des polémiques par rapport au vaccin, et il y a un fossé qui s'est creusé, les gens n'arrivent quasiment plus à se parler entre les anti-vax et les pro-vaccins. Et ça, c'est aussi incroyablement dû à ce réseau et ce fonctionnement d'algorithme. Emmanuel Rivet, prendre la parole. Oui, moi ça me fait juste réaliser qu'effectivement ces derniers temps je vois beaucoup de vidéos tournées sur les requins, parce qu'effectivement les sujets qui sont d'actualité, ils sont recherchés aujourd'hui sur internet par tout un chacun qui veut savoir qu'est-ce qui se passe, aller voir des vidéos, et puis plus on en regarde effectivement, plus on en trouve. Du coup le propos de mon camarade à gauche c'est de me demander en fait s'il y avait vraiment des gens qui cherchaient des Twingo vertes, parce que... Oui, pourquoi pas. Karine Morel, est-ce qu'on vous voit pas? Donc je viens vers vous spontanément, savoir si vous avez envie de dire quelque chose depuis tout à l'heure, ou si on vous écoute. Sur YouTube, pour revenir sur YouTube, en fait, il y a deux manières différentes. Il y a deux algorithmes, effectivement. Il y en a un autre, après vous me contredirez si c'est des bêtises, mais il y en a un autre qui met la fonction autoplay aussi. Et ça, c'est pour le cerveau, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que effectivement tout ce qui a été dit est très juste, mais en plus de mettre cette fonction autoplay, c'est-à-dire que on va vous proposer des vidéos, mais en plus ces vidéos on les enclenche automatiquement. C'est-à-dire que quand vous en avez fini une, il y en a une autre sur le même thème qui s'enclenche. Et donc en fait, il faut savoir que le cerveau, prendre une décision, c'est consommer de l'énergie. Et en fait, là, on enlève le choix de décision, quelque part. On biaise nos choix, on biaise notre réalité. Et Ah non. Le cerveau, ça donne l'impression de ne pas consommer de l'énergie. Ouais, on a perdu un petit bout, mais je pense qu'on comprend votre propos. Vous avez été coupé pendant 3-4 secondes à peu près, Karine. Parce que vous dites, c'est que finalement, la solution par défaut, c'est de continuer. Et parce que ça ne demande pas d'énergie, que le fait de s'arrêter, ça va demander à un moment, justement, un élan, une prise en main et un coup d'énergie. Et du coup, forcément, on va plus tendance à avoir envie de continuer. Il nous reste... Pardon ? On laisse faire, en fait, et on n'a plus le choix. Et c'est volontaire de la part de l'algorithme, mais aussi de notre part à nous. Mais du coup, la réalité est biaisée, puisqu'on n'est que sur ce qu'on a recherché, finalement, et donc la Twingo verte. Et est-ce que du coup, avec tout cet enfermement que proposent ces algorithmes, ces notifications un petit peu en permanence et qui nous laissent plus le temps de réfléchir, finalement, où on a plus cet ennui qui nous permet d'analyser ce qui s'est passé hier, etc., etc. Est-ce qu'on perd pas, sociétalement parlant, notre libre arbitre complètement, quoi? Alexandra Noël-Jourdel. Oui, je pense qu'il y a une réelle perte insidieuse en plus. C'est insidieux parce que, comme vous disiez, il y a une perte une absence de conscience de cette perte de contrôle insidieuse, et effectivement, l'esprit est complètement sous emprise d'une impulsivité, une pensée impulsive, en fin de compte, pré-mâchée, pré-organisée, pré-conditionnée, et d'ailleurs aussi avec des informations, et ça c'est important de le dire, qui ne sont pas toujours justes, bien sûr, et qui ne sont pas vérifiées. Donc ça c'est important aussi de savoir qu'on peut être confronté à des informations erronées, d'où l'importance de vérifier la source. Et puis bien sûr... Mais ça c'est contre, encore une fois, c'est d'ailleurs qu'il faut faire l'effort, parce que l'élan dans lequel on est, la facilité, c'est d'aller à la vidéo suivante qui va dans le même sens, et la vidéo suivante qui ira encore dans le même sens, etc., etc. À un moment, il faut... Oui, c'est une
une compulsion. C'est vraiment un fonctionnement compulsif et obsessionnel qui est induit par les mécanismes de ces fonctionnements algorithmiques, mais qui aussi conditionne notre cerveau effectivement à faire la même chose aussi dans une recherche active ensuite. Et puis ça nous donne aussi l'impression d'avoir raison, donc ça doit aussi stimuler ce qu'on disait tout à l'heure, la sécrétion de dopamine, etc., donc le contentement de soi, et donc on prend aussi une autre dose. Éric Olivier. Oui, très important, parce qu'effectivement ces contenus sont, donc, comme on l'a évoqué, déterminés par nos recherches précédentes, les données qu'on va avoir sur nos usages et nos recherches. Donc on va nous proposer du contenu qui semble nous intéresser, parce qu'encore une fois, le média veut nous garder sur son antenne, sur sa chaîne. Restez avec nous, auditeurs de la première. Mais ceci dit, en parallèle, attention, quand on parle de dopamine, il y a un double effet pour moi. C'est un peu comme tout à l'heure, si on revient sur les notifications, je vais quand même avoir un petit stress associé, parce que je m'inscris... il y a un double phénomène à mon sens, c'est que soit on va pouvoir s'épanouir et s'affirmer, l'affirmation de soi peut passer par là, ou au contraire ce que j'appelle la dissolution de soi. Je décrypte, soit je m'affirme parce que je suis dans une pensée que j'ai dans la vie réelle et je l'affirme sur éventuellement les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, j'ai pas vraiment d'opinion et donc je vais subir effectivement beaucoup plus de plein fouet ces orientations d'opinion. Par contre, pour celui qui s'affirme, qui va venir mettre un post, une information, un commentaire, quel qu'en soit l'ordre, c'est la réaction des autres qui va compter. Et c'est là où il n'y a pas forcément que de la dopamine. Julien pourra peut-être plus l'expliquer. La dopamine, elle va arriver s'il y a quoi ? S'il y a le like, le fameux pouce levé, qui vient dire oui, tu as raison, et moi je te reconnais en tant que parole vraie, on va dire, sur ce propos-là. Et à l'inverse, d'autres réactions proposées sur les réseaux sociaux n'amènent pas de la dopamine. Parce que quand on n'a pas la satisfaction, voire pire, l'absence de réaction, tout le monde se moque de moi et de ce que je dis, je n'existe pas. Ouais, socialement, donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a une balance à trouver. On va basculer un petit peu sur le volet solution. Comment est-ce qu'on peut prendre les choses en main ? Éric Olivier, vous avez pris en exemple la première, en l'occurrence mon émission. Est-ce que justement des médias comme la radio qui proposent des contenus par surprise sur des choses sur lesquelles on est d'accord, pas d'accord, est-ce que ça fait partie des solutions ? Alors, je veux pas prêcher pour notre paroisse, mais finalement, parce que là, on ne choisit pas le contenu. Et justement, moi, je fais exprès de construire ces émissions, des fois, en sachant que je vais aller contre le courant de mes auditeurs. Est-ce que justement, ça fait partie aussi des solutions de cette emprise ? Emmanuel Rivet. Est-ce que ça fait partie des solutions ou est-ce qu'au contraire, ça continue d'alimenter aussi des dépendances ? Le contenu disponible. Coupe. Allez-y, pardon. Est-ce qu'on continue à animer des dépendances ? Effectivement, l'effet de surprise dont vous parlez, à un moment donné, il vient aussi générer de la libération de dopamine. Je crois que tout un chacun aime beaucoup les surprises aussi. Donc à un moment donné, il faut se dire que ces réseaux sociaux, ces outils du numérique, ils viennent en fait s'appuyer sur des besoins prioritaires de l'être humain, qui sont des besoins de reconnaissance sociale, des besoins de vie sociale, des besoins de satisfaction, de distraction. Et derrière ça, il y a des entreprises qui se sont dit, avec ces besoins prioritaires-là, on va pouvoir peut-être aussi générer de l'argent. Donc on a des entreprises qui mettent en place tout un tas de stratégies dont on parle là, des notifications, des façons de faire, qui ont pour but de générer effectivement l'utilisation, le recours à ces réseaux-là. Donc en fait, toute la difficulté, et c'était le point de départ de ce débat, c'est de se dire, est-ce qu'on peut tirer les bénéfices de ces outils-là pour combler quelque chose qui finalement peut nous faire du bien sans tomber dans quelque chose qui soit problématique avec ses usages. Alors je vais essayer de me préciser. Aujourd'hui, on se rend compte par exemple que dans le cadre des cyberaddictions, donc de gens qui sont dépendants à ces outils du numérique. On retrouve par exemple chez des jeunes enfants beaucoup de gamins qui sont en difficulté avec l'image de soi, avec la confiance en soi, et qui vont trouver dans ces outils numériques finalement une façon d'être en lien avec le monde extérieur sans se mettre en difficulté, ou qui leur est moins difficile à vivre que dans le réel. Ils vont aussi trouver un sentiment de bien-être, de satisfaction, de puissance aussi dans certains jeux vidéo dans lesquels ils vont trouver une réussite qu'ils trouvent pas dans le monde extérieur, qu'ils trouvent pas forcément à l'école. Donc ce qui est assez compliqué, c'est qu'on s'appuie sur des ressorts humains. On s'appuie sur des ressorts humains et des besoins psychologiques humains, et effectivement, quelque part, ça peut être positif, et ça, si c'est bien utilisé, comme ça peut être dramatique et amener effectivement à des conséquences et des dommages sociaux et psychologiques importants, quoi. Mais alors, comment on fait pour être sûr que ce soit bien utilisé ? Ça serait quoi les solutions ? Ça viendrait par le cadre légal, par de
de l'éducation vraiment sur justement ces mécanismes et en prendre le contrôle, en prendre la maîtrise. Ça passe par quoi? Alors, Alexandra Noël-Jourdain. Déjà, je trouve que le fait d'en parler comme ça ici à l'émission, c'est très intéressant parce que ça permet d'en prendre conscience et de prendre conscience que l'interaction sociale humaine directe, c'est quand même le socle de l'humanité et que c'est un des facteurs clés de développement du bien-être, de l'épanouissement et de la santé. Et ça passe par des relations directes, c'est-à-dire que c'est important de dire ok, le numérique, l'ère du numérique, il ne s'agit pas encore une fois de la diaboliser. Par contre, c'est de favoriser l'empathie parce que les mécanismes d'empathie sont beaucoup plus déployés, valorisés et renforcés dans des échanges sociaux directs que par l'ère numérique. L'interaction numérique ne met pas en avant, ne met pas en œuvre les mêmes mécanismes empathiques et au contraire favorise le narcissisme, ce dont on a parlé tout à l'heure, avec un besoin de reconnaissance, de valorisation de soi qui n'est pas propice à l'empathie. Donc favoriser évidemment et l'empathie, les relations directes, favoriser aussi l'imagination qui est quand même un moteur un instrument de la concentration de l'attention. Vous voyez, à travers la lecture, à travers la littérature, à travers favoriser ça, en parler, même si c'est pas facile pour les jeunes, leur dire lis un bon bouquin plutôt que de passer 3 heures sur. Ou même, je sais pas, mais aller se promener en laissant ce téléphone à la maison aussi pendant 2 heures, 2 heures par jour. Fait du sport, fait de la musique, fait autre chose effectivement que comme loisir et comme distraction que scroller sur son téléphone ou sur son ordinateur. David, vous qui aimez bien les chiffres, puisque l'autre jour c'était le cas de vos questions, moi j'ai juste 2 chiffres à vous donner. Alors, on a fait un baromètre santé auprès des jeunes en 2019, des jeunes en Nouvelle-Calédonie entre 10 et 18 ans, et on leur a posé la question du temps qui passe sur les écrans. Et on sait aujourd'hui qu'en Nouvelle-Calédonie, 7 jeunes scolarisés sur 10 passent plus de 2 heures par jour devant un écran. 2 heures par jour, ça peut paraître beaucoup, comme ça peut paraître rien du tout. En tout cas, en termes de santé, on considère que finalement, c'est déjà pas mal et qu'il faudrait pas aller au-delà. Alors au-delà, il y en a, bien évidemment. On sait que 1 jeune sur 10 déclare passer plus de 7 heures par jour. Et là, 7 heures par jour, on est sur quelque chose qui est vraiment important. Et vous doutez bien que ça impacte forcément le reste de la vie. Quand on passe 7 heures par jour sur un écran, c'est difficile de faire ses devoirs, c'est difficile d'avoir des relations avec ses proches, c'est difficile d'avoir d'autres loisirs. Et là, effectivement, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle une addiction. Une addiction, c'est ce que disait Alexandra tout à l'heure, c'est quand on perd le contrôle d'une consommation, quand on perd le contrôle d'un comportement, que ça a des conséquences sur notre vie, sur notre quotidien, mais qu'on n'arrive pas pour autant à réagir et à changer les choses. Donc aujourd'hui, il faut quand même être conscient que ces réseaux dont on parle, ces écrans, parce que c'est pas les réseaux sociaux et c'est pas les mêmes besoins, mais ces écrans, ils génèrent chez beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants des problématiques d'apprentissage, de décrochage scolaire, des problématiques de repli social, et qu'effectivement, on va parler des solutions maintenant. Il appartient au monde adulte, parents, mais aussi nous, de participer à protéger les cerveaux les plus vulnérables et les plus à risque de développer ces conduites addictives et d'avoir des problèmes avec les usages de ces outils-là. Donc comment on les protège? On fait de la prévention, comme vous l'avez dit. On travaille sur la réglementation aussi. On peut pas agir juste sur un seul volet. Il faut agir un peu partout à la fois pour protéger les gens les plus vulnérables. Mais est-ce que ces personnes qui consomment 7 heures d'écran par jour, est-ce qu'elles le savent? Et est-ce que ça peut faire partie des solutions de se dire, d'avoir tous les jours je sais pas moi, un compteur plus affiché sur notre téléphone, de savoir combien de temps on l'a regardé, quoi? C'est là où aussi il est important de distinguer 2 types d'usages. On va avoir les usages personnels et d'ordre plutôt récréatif, ludique, et on va avoir les usages professionnels. Alors, souvent les chiffres exposent soit l'un, soit l'autre. Ça reste juste, encore une fois, un distinguo important à prendre en compte. Quand je suis dans mon usage professionnel, généralement, c'est que j'ai l'utilité professionnelle avérée. Pour être à l'observatoire numérique, je pense savoir de quoi à peu près je parle d'être devant un écran. Résultat, j'ai aussi des comportements où le week-end, je vais avoir tendance à m'isoler des écrans parce que j'ai une surexposition naturelle, on va dire. Par contre, dans mes usages personnels, c'est moi qui vais être déterminant. C'est moi qui choisis de m'y exposer ou pas. Donc effectivement, parmi les pistes de solutions qu'on peut aborder, on va avoir l'absence de mise en place des notifications sur les écrans de smartphone ou même
au sein de l'entreprise. Si je suis devant mon écran, mon ordinateur de travail, au bureau, soit j'ai mes notifications d'ordre personnel qui viennent me perturber mon flux de pensée professionnel, soit je suis dans le cadre professionnel à l'instar de Julien au quotidien, et là, en fait, ça fait partie de mon côté professionnel que de gérer la page professionnelle de mon entreprise, ou etc., etc. Et donc là, je suis obligé d'être en vigilance avec ça. Ça me distrait mon attention, mais ça reste dans mon cadre pro. Donc oui, puis après, souvent, on est là, on prend son téléphone pour faire une chose, et puis finalement, 20 minutes après, on est en train de faire complètement autre chose, on n'a pas fait ce pourquoi on a pris le téléphone dans notre main. Est-ce que ça, il n'y aurait pas moyen des moyens pratiques aujourd'hui, je sais pas moi, vraiment faciles qu'on peut faire pour que ça nous évite, parce que ça, on n'est vraiment pas, c'est difficile. David, sur le côté de votre téléphone, il y a un petit bouton. Si vous appuyez dessus, ça l'éteint. Oui, mais c'est l'agenda, c'est le téléphone, c'est tout. Alors là-dessus, il y a juste vraiment en bonne pratique et un petit conseil qu'on contactera souvent, c'est avoir votre écran d'accueil du téléphone quand vous le déverrouillez. Vous avez votre photo personnelle, vous déverrouillez votre écran, et là vous arrivez sur votre écran d'accueil, on va dire le vrai écran d'accueil. Ne mettez pas les raccourcis de vos applications et vos notifications dessus, tout simplement. Pour ma part, à titre d'exemple, c'est un exemple, c'est pas la perfection incarnée, c'est juste, je vais avoir les notifications des messages directs. Qu'est-ce que j'appelle un message direct? C'est un SMS, c'est un envoi de Messenger, un WhatsApp, ça je vais le prendre. Par contre, je n'aurai aucune notification de type réseaux sociaux qui me dit un tel a mis tel post sur votre mur ou sur le sien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà une première clé, c'est se donner le moyen de ne pas être dérangé en permanence par ces notifications, parce qu'il y a le son, mais il y a aussi l'aspect visuel. Si je prends mon téléphone, comme tu le dis très bien, pour regarder mon agenda, mais que je vois que j'ai 4 notifications, je vais aller sur les notifications. Et puis on scrolle. C'est passé à une vitesse complètement incroyable. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est déjà la fin il nous reste 1 minute. Karine Morel, peut-être un mot de conclusion, parce qu'on désolé, vous étiez par téléphone, on vous a pas trop, on n'est pas tellement venu vers vous, du coup, je suis désolé, mais un mot de conclusion en 30 secondes. Je pense qu'il est indispensable, effectivement, comme on disait, de trouver des solutions à l'addiction. Mais pour ça, il faut comprendre les mécanismes cérébraux, et c'est bien cette prise de conscience que l'émission permet. Voilà, je pense que quand même, il faut rester conscient qu'on est dans une époque où le numérique est important et qu'il faut justement qu'on prenne conscience des dérives, mais je pense qu'on ne peut pas se fermer au numérique, quoi. Mais prendre conscience, on peut plus, Olivier, je suis désolé, c'est vraiment la fin de l'émission. Juste très rapidement, le Congrès a quand même fait un débat ouvert sur les réseaux sociaux fin avril. Vous pouvez retrouver les éléments de diffusion, et c'est un vrai enjeu citoyen que de débattre à ce niveau-là, comme dans l'émission de David. Sur le site de l'Observatoire du numérique, on peut le trouver? On devrait le retrouver via les réseaux sociaux. Ainsi que la page de la SSNC Santé pour tous. N'hésitez pas à aller visiter notre site NC La Première Radio. Tous les liens sont dans notre description, et des clics, le 25 50 78, 25 50 78, c'est le dispositif anti-addiction de l'Agence sanitaire et sociale. Oui, pour les jeunes de moins de 25 ans, en tout cas, qui peut aider les jeunes à essayer de reprendre le contrôle sur leur consommation. Merci beaucoup. Bon, on refera une émission à ce sujet-là, ou plusieurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Merci beaucoup à tous les 5, en tout cas, de nous avoir éclairé nos lanternes sur ce sujet qui est, encore une fois, vraiment crucial, essentiel. Merci beaucoup. Merci. Ligne directe, première partie, c'est terminé. Un grand merci à Rudolf Ayenmou qui était à la réalisation de cette émission. Je rends l'antenne très en retard, mais vous inquiétez pas, Delia sera là à l'heure, juste après le flash de France Info.